Bonsoir à tous, Arthur au micro. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ma voix, que ce soit d'abord dans la multitude de vidéos que j'ai narrées pour les NBA Stories, et puis aussi dans le cadre d'un podcast que j'avais conçu avec mon ami Évrard il y a de cela près d'un an. Mais aujourd'hui, je vous propose quelque chose de bien différent. Pas question ici d'aborder l'actualité, non. Je veux et je vais vous plonger dans certains mystères qui façonnent l'histoire de la NBA. Cette série audio, façon True Crime, sera proposée en plusieurs épisodes, et j'espère vous délivrer des nouvelles saisons dans le futur. Alors je sais qu'il aurait été plus simple d'accès pour vous de la proposer sur des plateformes comme Spotify. Malheureusement, seul YouTube me permet d'obtenir des revenus, aussi minces soient-ils, pour le travail que je vous propose. Mais il n'est évidemment pas impossible que de futurs épisodes soient en ligne en streaming. Alors voilà, je crois que l'introduction est faite. Que vous soyez dans les transports en commun ou sous la couette à attendre le sommeil, je vous invite à voyager à mes côtés. Plongeons dans des récits peut-être plus blood que sweat. Allez, je ne vous gâche pas le plaisir de la découverte et j'ai hâte d'entendre vos retours. A tout de suite. L'année 1997. La ville, Chicago. La fin de la décennie approche, mais finalement, certaines choses semblent ne jamais changer. Depuis son premier titre en 1991, Michael Jordan a emmené les siens vers 5 finales NBA. En 97, comme toutes les fois précédentes, c'est les Bulls qui sortirent grands vainqueurs. Alors voilà que Chicago est encore une fois en liesse totale. Les joueurs, comme l'entraîneur Phil Jackson, passent tour à tour sur le podium pour faire des discours triomphants. Thank you, Chicago fans. Lorsque l'on pense aux Bulls 1997, nul doute que nous avons en tête Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Les plus aficionados d'entre vous citeront même peut-être Steve Kerr, Luc Longley ou un Robert Parrish en toute fin de carrière. Et pourtant, lors de la célébration du titre des Bulls en 1997, ce n'est aucun de ces joueurs cités qui est assis à côté du dieu Michael Jordan. Près de lui se trouve un nom bien plus méconnu, celui de Brian Williams. Joueur de banc des Chicago Bulls, Williams avait pourtant tissé un lien réel d'amitié avec Michael Jordan. Le numéro 23 l'a poussé à garder la forme, à maximiser son talent, à se soucier du jeu dans ses moindres détails. Sur les cours, Williams n'a pas déçu. Il joue un rôle non négligeable dans la course au titre des Bulls, enregistrant presque autant de minutes que le pivot titulaire Luc Longley. Plus tard, Steve Kerr dit même que l'équipe n'aurait pas gagné la série sans Williams. Cela peut paraître étonnant, car le joueur était tout près de quitter la NBA avant de rejoindre les Bulls en 1997. Oui, faire comme les autres n'était pas du genre de Brian Williams. Né en 1969 en Californie, le parcours de Williams est bien différent des autres joueurs professionnels. Davantage tourné vers l'athlétisme, ce n'est seulement à l'âge de 16 ans qu'il s'essaya au basketball. D'origine afro-américaine et cherokee, le joueur de plus de 2 mètres brilla sur les cours lycéens avant de rejoindre le circuit universitaire. Avec sa taille et ses qualités athlétiques, 1 ou 2 saisons suffiraient pour rejoindre la NBA. Oh que non, car Brian Williams est un esprit tourmenté qui ne voulait jamais faire comme les autres. Après une bonne première saison avec l'université du Maryland, le joueur se brouille avec son coach, pour des raisons, dixit, philosophiques. Finalement, il ne joue pas de toute sa 2e année. Entre-temps, il défie une interdiction du gouvernement et voyage à Beyrouth en plein pendant la guerre civile libanaise. Nous sommes au début des années 90 et le rap est sur toutes les lèvres, mais lui est plutôt un amateur des écrivains beatniks à la Jack Kerouac. Il s'essaie même à la poésie, en écrivant ces vers aussi incongrus qu'énigmatiques. Fille frigide, choisit d'être gelée, chaton gelé sans mitaine, frappé avec la notion d'une lotion de filtre d'amour. Après une première saison chaotique à Maryland, Williams est transféré à l'université de l'Arizona. En 1991, le pivot connaît une année pleine qui lui permet d'être élu dans l'équipe type de sa conférence. Cette même année,
il inscrit son nom à la draft NBA et est choisi par le Orlando Magic en 10e position. Voici ce qu'en dit la presse. Williams, un intérieur puissant de 2,11 m, a séduit le Orlando Magic. La franchise floridienne lui a offert un contrat à 4,6 millions de dollars sur 4 ans. Et voilà, Brian Williams était devenu multimillionnaire grâce à la NBA. Mais finalement, n'était-ce pas tout ce qu'il demandait ? Le basketball, le joueur l'avait surtout épousé grâce à sa taille. Mais non seulement il n'est pas amoureux de ce sport, mais ce dernier lui procure même un certain mal-être. Patrick Barnes, l'un de ses amis d'enfance, raconta plus tard. Il m'a dit, et ce sont ses mots exacts, qu'il se sentait comme un singe savant, une bête de foire. Chaque fois qu'il pensait que le basketball était un jeu, les gens lui disaient que c'était avant tout un job. Et chaque fois qu'il considérait que cela était un job, il lui disait qu'il n'avait pas l'esprit d'équipe. Le joueur de 120 kg ne montre aucune passion pour le basketball, ce qui déplaît évidemment à Orlando. Williams est ainsi absent pendant la majeure partie de la saison 92-93 avec le Magic. Une dépression clinique est diagnostiquée. Il avale une bouteille de somnifère et écrase sa voiture contre un poteau. Certains disent volontairement. Dès la saison rookie de Williams, les observateurs n'hésitent pas à le comparer à un autre ovni, Dennis Rodman. La presse nous dit « Rodman et Williams partagent de nombreuses qualités au sein de la NBA. Ils sont jeunes, riches, talentueux et athlétiques. Mais ces jours-ci, les deux joueurs partagent également une facette bien plus sombre. Chacun est troublé, la vie décousue et remplie de questionnements. » En 1992, le Magic met la main sur un joueur sensationnel, Shaquille O'Neal. Pat Williams, GM d'alors d'Orlando, exprime son plan. Réaliser une paire puissante d'intérieur avec O'Neal et Williams. Malheureusement, cette stratégie tourne au vinaigre. En quelques mois, le monde du basketball avait les yeux rivés sur le Shaq. Le troublé Brian Williams était déjà lui aux oubliettes. Le comportement du joueur est de plus en plus inquiétant. Récemment, il s'est effondré lors d'un entraînement, se cognant la tête sur le terrain. Pat Williams de s'exprimer. Nous avions des séances d'entraînement et il était le meilleur joueur sur le terrain. Mais il n'y avait pas de zeste, pas de vie là-dedans. Son esprit est comme totalement mort. Après 2 saisons cataclysmiques à Orlando, le joueur est transféré à Denver, puis aux Clippers. Les choses semblent rentrer dans l'ordre pour lui, car il propose enfin des performances régulières sur les courts. Mais rebelote, le joueur demande une extension de contrat mirobolante que Los Angeles ne veut pas lui offrir. Pour lui, c'est décidé, la NBA, c'est du passé. Hors de la compétition, Williams mène une vie délirante. Il court avec les taureaux à Pampelune, monte des chameaux dans le désert près du Caire, joue dans les casinos de Monaco, danse à moitié nu dans les rues de la Havane et parcourt les bazars d'Istanbul en tenue locale. Mystérieux et sûr de lui, le joueur reçoit très souvent des enveloppes de la part d'admiratrices. L'une d'entre elles nous dit « Monsieur Williams, vous ne me connaissez pas. Je vous vois tous les jours quand vous prenez votre voiture. Je travaille dans le salon de coiffure à proximité. Je ferai n'importe quoi pour passer une nuit avec vous. N'importe quoi. Je l'ai même dit à mon mari. Je me fiche qu'il me quitte. » Williams a peu de tolérance pour les groupies, mais il n'est pas non plus intéressé par les relations amoureuses. Il est sorti avec des chanteuses, des starlettes, dont pour un court moment, une certaine Madonna. Il apprécie la chanteuse, mais la trouve trop égocentrique à son goût. Une seule femme réussit à mettre de la vie dans les yeux clairs de Williams, Serena Carlan. Un soir, elle lui demande « As-tu déjà été dans une pièce bondée de monde, mais avec l'impression d'être tout seul ?» Sa réponse ne tarde pas. « Oui, exactement. » Les deux tourtereaux mènent une idylle tumultueuse. Mais William s'ouvre à elle. Il lui raconte les mauvais souvenirs de son enfance, l'alcoolisme de son père, son éducation très brutale. Lorsqu'il décide de dépenser 15 000 $ sur un chèque de la NBA de 25 000 $ pour offrir une nouvelle Harley-Davidson à son père, ce dernier ne prend même pas la peine de le remercier. Williams disparaît alors quelques jours de plus. Le 2 avril 1997, alors que Brian Williams est hors de la NBA depuis plus de 6 mois, un événement surprenant se produit. Les Chicago Bulls décident de lui offrir une place pour les playoffs. Jerry Krause, le GM de l'équipe, s'exprime alors.
L'ajout de Brian Williams nous donne une nouvelle option au rebond, au scoring et en défense. Cela sera très utile pour participer à notre quête d'un nouveau championnat. Williams de répondre. Je suis très heureux de rejoindre l'organisation des Chicago Bulls. Je ferai tout mon possible pour aider l'équipe à remporter un autre titre. Je n'ai pas joué en compétition depuis la saison dernière, mais l'envie de concourir et de gagner est plus forte que jamais. Michael Jordan, connu pour briser les mentales fragiles, semble être le pire mentor pour Williams. Mais de façon surprenante, c'est le contraire qui se produit. Le joueur clique avec le numéro 23 et connaît un exercice plein en play-off. Quelques mois plus tard, il sabre le champagne avec toute l'équipe des Bulls. Jerry Reinsdorf, président des Bulls, est catégorique. Nous n'aurions jamais gagné sans Brian Williams. Steve Kerr de déclamer. Brian Williams est l'un des athlètes les plus talentueux que je n'ai jamais vus. Même son de cloche pour Phil Jackson. J'ai une relation spéciale avec Williams. C'est l'un des gosses les plus brillants que je n'ai jamais rencontrés. Selon ses amis, Williams semble être heureux pour la toute première fois de sa vie. Finalement, la NBA n'est peut-être pas si difficile que ça. L'ailier fort décide de retourner sur les parquets, mais à condition d'obtenir le chèque qui va avec. Agent libre, il s'engage avec les Detroit Pistons en 1997. L'équipe lui offre un contrat massif pour l'époque. 45 millions de dollars sur 7 ans. L'équipe du Michigan a dû mettre le paquet, car Williams n'est pas du genre facile en affaires. Il vient en effet de refuser une offre à 30 millions de dollars à Seattle. La raison, son refus de participer à une analyse médicale. Son arrivée à Détroit, avec un titre dans la poche, semble sonner l'heure du renouveau. En hommage à ses origines natives américaines, le joueur décide de changer d'identité. Oubliez Brian Williams, bienvenue Bison Dele. Aux Pistons, il rejoint Grant Hill, que l'on considère comme le prochain Michael Jordan. Seulement voilà, chasse le naturel, revient au galop. Bison Dele en fait à nouveau des siennes. Ses coéquipiers des Pistons se souviennent de lui comme un étrange personnage. Il garde ses distances, lisant dans l'avion pendant que d'autres jouaient aux cartes. Dans une ligue où l'argent emporte tout, il demande aux Pistons de partager son salaire avec les ramasseurs de balles, les concierges, les entraîneurs adjoints. Il pleure à chaudes larmes en lisant une biographie de Miles Davis et dit à son coéquipier Tom Tolbert qu'il souhaite avoir la même passion pour le basketball que Davis avait pour la musique. Dele écrit dans son journal « Le rap, c'est que des fesses et des voitures. » Sa tasse de thé, c'est surtout le jazz. Et lorsqu'il empoigne le saxophone, son cœur bat bien davantage qu'avec la balle orange. Tommy Shepard, GM de l'équipe, se remémora. Il était d'abord perçu comme un athlète, mais il avait un cœur d'artiste. J'ai appris de lui quelque chose que j'ai gardé pour moi pour toujours. Ne laissez jamais votre travail définir qui vous êtes. Un autre jour, Grant Hill lui demande quel livre il lit dans les vestiaires. « Les Tarahumara », déclare Williams, levant les yeux du texte académique sur cette tribu mexicaine éloignée. Un soir à Denver, après l'entraînement, l'équipe a retrouvé Williams à la patinoire, en train de glisser joyeusement. Vous entendez la seule interview d'après-match enregistrée avec Dele. Bien que poli, son esprit semble totalement ailleurs. Vois-tu une similarité avec Joe Dumars, ton coéquipier, et Michael Jordan ou Scottie Pippen? Tu peux répéter? Bison Dele, comme on l'appelle maintenant, connaît 2 saisons tièdes avec le maillot des Pistons. Une nouvelle fois, sa passion pour le basketball s'est évaporée. C'est alors que l'impossible se produit. À l'aube de la saison 99-2000, le joueur annonce sa retraite à l'âge de seulement 30 ans. Cela est d'autant plus étonnant qu'il fit une croix sur les 36 millions de dollars restant à son contrat. Personne ne pouvait le croire. Qui donc renonce à 36 millions de dollars? L'incongruité ne s'arrête pas là. Dele aurait totalement pu jouer quelques matchs avec Détroit, puis se retirer malignement avec son salaire de l'année. Au contraire, peu cupide, il signa sa démission juste avant le début de la saison, pour ne pas percevoir son dû. La presse nous raconte. Combien de fois avez-vous entendu un athlète dire « ce n'est pas une question d'argent » ? Combien de fois l'avez-vous cru ? Eh bien, tout est vrai dans le cas de Bison Dele.
30 ans. Le pivot, anciennement connu sous le nom de Brian Williams, a séché l'entraînement avec les Pistons pour annoncer qu'il prenait sa retraite avant de prendre un avion à destination de Beyrouth. Sa dernière localisation confirmée était sur une île au large des côtes de l'Afrique. Pour la plupart des critiques, cela était une excentricité de plus. Bison Dele serait bientôt de retour sur les parquets. Que nenni. Au lieu de cela, assis sur près de 16 millions de dollars de revenus en carrière, il voyage dans les coins reculés du monde, explorant l'outback australien et naviguant dans le Pacifique Sud. Bison Dele veut s'échapper loin, très loin. Mais comme le dit si bien Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, peu importe où tu cours, tu finis toujours par courir dans toi-même. En 2000, Dele achète un catamaran qu'il surnomme le Hakuna Matata. Hakuna Matata, une expression swahili, signifie pas de problème. Dele est en quête de paisibilité, et quoi de plus paisible que l'océan? En 2002, sa nouvelle destination est toute trouvée, Cap vers Tahiti. Un caprice de plus pour celui qui est habitué à partir et à venir aux quatre coins du monde. Oui, mais cette fois-ci, il ne reviendra plus jamais. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous.